Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, nous parlons de l'œuvre d'Henri-Georges Clouzot en compagnie de Pierre-Henri Gibert pour son documentaire Le Scandale Clouzot et Chloé Follins pour son livre Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot. Henri-Georges Clouzot, la légende noire du cinéma français, est à l'honneur à travers la ressortie de l'intégrale de ses films en salle, l'édition d'un coffret DVD, une exposition à la Cinémathèque française, la publication de plusieurs ouvrages, tous regroupés autour de l'événement Le Mystère Clouzot, initié et coordonné par Ciné Patrimoine Concept. Des événements qui reviennent sur la carrière d'un cinéaste autant admiré que controversé, visionnaire, obsédé par le détail, ultra-perfectionniste, tyrannique avec ses comédiens et collaborateurs et qui n'a eu de cesse de malmener son image. Il n'a réalisé qu'une dizaine de longs métrages, mais plusieurs d'entre eux, Le Salaire de la peur, Le Corbeau, Les Diaboliques, demeurent des chefs-d'œuvre qui marquent encore durablement notre rétine. Mesdames et messieurs, l'assassin est l'un de vous. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Chacun pour soi, c'est un panier de crapes. Arrête! Tiens pas de là, mon Dieu! Tiens pas de là! Je peux pas! Taisez-vous. Tiens! Ça sert vraiment à rien d'être gentil avec toi. Je te remercie d'être ce que tu es. Merci d'être venu. Je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance. Pour parler de l'œuvre et la vie de ce grand cinéaste, nous recevons le réalisateur Pierre-Henri Gibert pour son documentaire Le Scandale Clouzot, diffusé le 15 novembre sur Arte, et l'auteur Chloé Follins pour son livre Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot, publié aux éditions Vendémiaire et Ciné Patrimoine Concept. Pierre-Henri Gibert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Chloé Follins, que nous avons en duplex de New York. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être dans Flashback. Alors, Henri-Georges Clouzot a passé 4 années dans un sanatorium pour soigner une tuberculose et on a vraiment l'impression que c'est un moment essentiel de son existence. En quoi ce moment l'a-t-il nourri pour son œuvre à venir? C'est quelqu'un qui a effectivement une santé toujours fragile. On le représente comme une sorte de terreur, quelqu'un qui savait intimider, qui était dominant avec tous ses interlocuteurs. Et c'est vrai qu'il a eu des problèmes de cœur, il en est même mort, donc il avait des douleurs cardiaques, mais il y a un événement tout à fait fondateur lorsqu'il avait à peu près 26 ans, je crois, où il a passé 5 ans au sanatorium à attendre la mort. Il est allé jusqu'à écrire son testament. Et non seulement c'est un moment où il a appris à étudier, il a lu énormément, mais surtout, il a grandi avec cette angoisse de la mort qu'il a distillée pendant toute son œuvre. Et c'était tout sauf quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'il a vraiment ressenti dans sa chair. Le médecin qui arrive, on ne sait pas quel va être le diagnostic, une nouvelle prise de sang, la neige qui tombe, ce sentiment de solitude immense qui l'amène à avoir aussi une distance par rapport au comportement de ses contemporains. Et en même temps, c'est tout à fait aussi paradoxal, déjà une sorte de charge familiale, puisque tout le monde lui écrit pour lui demander de l'argent. Il y a aussi une sorte de pression économique très très forte. Il faut absolument qu'il réussisse. Voilà. Et tout ça va éclore après pendant la guerre. En effet, sur les lectures qu'il fait, il rencontre notamment pendant cette période du Sana l'œuvre de Marcel Proust, qui va avoir un rôle déterminant dans son œuvre, puisque la recherche du temps perdu, le thème de la jalousie qui s'y affirme est un thème que Clouzot se réapproprie, notamment dans ses 2 derniers films. L'enfer était censé être une expérience de la déconstruction du temps parallèle à celle de Proust, et La prisonnière emprunte évidemment son titre à la recherche du temps perdu. Donc voilà, c'est vraiment une période dans les carnets qu'il écrit à l'époque
l'époque. On peut lire aussi énormément de notes, de bribes qui font étrangement écho à des œuvres qu'il écrira plus tard et tous les thèmes sont en effet déjà en germe à l'époque. Alors survient en effet la guerre en 1940. Alfred Greven, ancien directeur des studios UFA, est nommé par Goebbels à la tête de la Continental Film, une firme allemande qui va produire de nombreux films durant cette période. Greven engage Clouzot, il est même responsable, je crois, du département scénario. Absolument. Et puis il réalise d'abord L'Assassin habite au 21, puis Le Corbeau. Alors, Chloé Follins, comment le film, à ce moment-là, nous sommes en 43, comment Le Corbeau est-il perçu en France? Alors Le Corbeau réussit un exploit assez rare en cette période clivée de l'histoire de France que de réussir à mettre tout le monde d'accord contre lui. C'est-à-dire que Clouzot, avec ce film qui brocarde la délation mais qui fait un portrait ambigu et sans concession de la société française à l'époque où on attendait un portrait d'une société héroïque et résiliente, se met à la fois à dos les autorités allemandes qui profitent de l'incident du Corbeau pour suspendre la diffusion des films français ailleurs en Europe. C'est-à-dire que le film dénonce de façon très claire les lettres anonymes à une époque où la Gestapo en reçoit chaque jour des dizaines. Il se met à dos la France de Vichy parce qu'il fait un portrait extrêmement acide des autorités de l'époque et notamment donc voilà, il y a cet échange très drôle entre deux officiels, le préfet je pense et son adjoint, que faire, n'importe quoi mais donnons l'impression d'agir. Il y a un portrait extrêmement violent d'une assistante sociale qui était pourtant un poste extrêmement valorisé dans la France de Vichy. Les enfants eux-mêmes sont extrêmement sournois, extrêmement troubles et outre ces déboires avec l'occupation, avec les forces occupantes et avec le gouvernement de Vichy, Clouzot va également se mettre à dos l'ensemble des mouvements de la résistance qui considèrent qu'il a fait un portrait beaucoup trop négatif de la France de l'époque et une rumeur va lui faire énormément de tort à l'issue de la guerre. On racontera que le film a été projeté en Allemagne sous le titre Une petite ville française et qu'il servait là-bas la propagande hitlérienne, ce discours, cette rhétorique d'une France dégénérée que Clouzot montre en effet tout en nuances et en refusant une opposition trop simpliste entre noir et blanc qu'on aurait voulu lui faire adopter pour cette époque. Oui, il va d'ailleurs en payer le prix fort puisque au lendemain de la guerre, il écope d'une interdiction de travailler de 2 ans. Mais heureusement, il obtient quand même le soutien de nombreux intellectuels qui n'étaient pas forcément de ses amis, Becker, Sartre, Prévert, qui d'une certaine manière participent à sa réhabilitation puisqu'il va détourner dès 47 Quai des Orfèvres. Oui, exactement. Cette interdiction d'exercer de 2 ans devait être renouvelée automatiquement. Finalement, elle est tombée dans l'oubli. On a laissé Clouzot retourner sur les plateaux sans trop se soucier de ce qu'il faisait. Seulement, il avait un projet à l'époque qui était d'adapter Chambre obscure de Vladimir Nabokov. Le producteur qui a osé s'engager avec lui sur Quai des Orfèvres lui a dit « Je veux bien prendre le risque d'être celui qui vous ramènera au cinéma, mais il faut que vous choisissiez un film beaucoup plus léger, beaucoup moins dur, un sujet beaucoup moins noir, et donc ce sera un film policier, Quai des Orfèvres. » Donc Clouzot disait qu'il avait assez peu de portée politique, telle enfin que les circonstances l'avaient poussé à le faire. Voilà, c'est vraiment un film de retour, un film d'amende honorable qui précède les films qui vont lui permettre de plus directement revenir sur cette période douloureuse de la guerre et de l'après-guerre, et qu'il réalisera une fois réhabilité par le succès international de Quai des Orfèvres, que sont Le Retour de Jean et Manon. Pierre-Henri Gibert. Oui, ce qui est passionnant chez Clouzot, c'est qu'on le réduit souvent à quelqu'un qui produit des divertissements grand public. Alors c'est le cas, il fait des films absolument distrayants. Mais ce qui est absolument passionnant lorsqu'on se replonge dans son œuvre, et notamment dans Le Corbeau, c'est qu'il a été aussi un formidable témoin de son temps. Finalement, il faudra attendre Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls dans les années 70 pour qu'on accepte de regarder la vérité en face et d'arrêter avec ce mythe gaulien d'une France unanimement résistante. Et Clouzot fait cette critique et il l'a fait pendant le déroulement même des faits, ce qui est quand même assez hallucinant. Et en même temps, ça le rend aussi extrêmement sympathique puisque on pourrait voir son ascension professionnelle pendant la guerre comme une marque pure d'opportunisme. Et alors certes, Clouzot était opportuniste, il a rattrapé son retard professionnel, mais au fond, il a réussi à acquérir la confiance de Greven. Que fait-il une fois qu'il a cette confiance ? Il fait un film totalement suicidaire, il n'écoute que
l'artiste qui est en lui, et il fait le corbeau, effectivement, qui, comme Chloé l'a bien dit, tape dans tous les sens. Tout le monde en prend pour son grade. Et dès le corbeau, il marque de son empreinte un style. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du style Clouzot, parce que c'est peut-être ce qui est encore de plus marquant aujourd'hui. Alors, on sait qu'il a travaillé en Allemagne dans les années 30. Il a été très tôt influencé par l'expressionnisme allemand. Pierre-Henri Gibert, comment vous définiriez-vous le style Clouzot ? Alors, ce qui est intéressant chez Clouzot, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui a cette culture française, il a étudié les romans, il y a un goût pour la littérature, il y a un goût pour, par exemple, les titis parisiens, il y a un parler, c'est aussi bien d'ailleurs plastique que dans les dialogues. Bon, il y a un goût très très typique de ça. En même temps, c'est avec une forme un peu à l'américaine, avec des dialogues secs qui claquent. Il y a une extraordinaire efficacité scénaristique, et c'est quelqu'un qui sait narrer ses films. Alors c'est peut-être le sanatorium, justement, c'est d'avoir été plongé dans ce silence et dans cette attente, qui arrive à raconter ses films uniquement avec aussi des purs moments visuels et sonores. Et donc avoir une culture en fait américaine. Alors il y a de l'expressionnisme effectivement allemand. Plus tard il y sera influencé par le cinétisme. Il y a cette volonté aussi que le cinéma soit le lieu de rencontre de tous les arts. Il a découvert le cinéma en fait par son oncle, qui était conservateur au musée Galliera, et avec les arts, il a découvert la peinture, il a découvert la musique, et ça l'a influencé toute sa vie. Et donc même s'il fréquentait, il y avait un côté un petit peu snob aussi à fréquenter les artistes en pointe pendant toute sa carrière, il y a quelque chose de très sympathique à vouloir aussi être un passeur en fait, et à vouloir faire tout d'un coup, je sais pas, un documentaire sur Picasso pour que tout le monde en profite, à aller filmer Karajan par exemple, et à essayer de fondre ses arts narrativement avec l'enfer et plus tard la prisonnière. Mais vous parliez du documentaire, Chloé Follin, ça c'est aussi frappant. Il aime aussi cette recherche documentaire. Il va par exemple passer des semaines au Quai des Orfèvres pour préparer Quai des Orfèvres. Il y a une vérité sociale. Jouvet parle même de Dickens. C'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié aussi. Il va assister à des procès pour préparer la vérité. C'est quelque chose de très prégnant dans sa façon de faire des films. Oui, c'est quelqu'un qui avait plus qu'un souci même du réalisme, un souci du vérisme. Ça passe donc non seulement par les études préliminaires extrêmement importantes qu'il a menées avec Max Douy dans le Quai des Orfèvres, à croquer des décors qui seront ensuite reproduits à l'identique, mais aussi à noter des scènes, des atmosphères qu'il va admirablement savoir recréer. Mais ça passe aussi par cette direction d'acteur et par ce désir qu'il a en travaillant avec les acteurs. C'est notamment visible dans La Vérité, où il met en scène un procès tel qu'il les connaît bien. Il travaille avec l'acteur à le mettre dans l'état nerveux qui correspond à celui de son personnage, de telle façon que la vérité du tournage irrigue la vérité du film. Et avec Bardot, c'est très frappant parce qu'il adapte véritablement le scénario et la méthode de tournage de La Vérité à cet interprète qui est tout aussi torturé que son personnage, pour tirer d'elle une vérité documentaire. Et donc ça, c'est assez passionnant chez Clouzot. On ignore d'ailleurs pas mal, on connaît son documentaire sur Picasso, on connaît un peu moins les films qu'il a réalisés avec Herbert von Karajan, mais il avait surtout une grande ambition qu'il a regretté de ne pas pouvoir mener à bien et qui donnera naissance au Salaire de la peur. C'est dans les années 50, il avait le projet de tourner un documentaire au Brésil, un journal de voyage à la première personne. Le titre, oui. Brésil, voilà, il était tombé amoureux d'une Brésilienne, Vera, qui deviendra son épouse et l'héroïne de ces 3 films suivants, donc dans Les Diaboliques, Les Espions et Le Salaire de la peur. Et il avait le projet d'un documentaire inédit au Brésil. Il voulait écrire directement avec une caméra, et c'est quelque chose que l'on retrouve également dans ces films de fiction. Cette précision extrême de la caméra qui est, disait-il, un microscope terrifiant qui ne laisse rien passer. D'où l'exigence de précision, d'où l'exigence de vérisme. Alors, dans votre film, Pierre-Henri Gibert, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé. C'est Michel Récy qui a travaillé avec lui, qui a été une amie de Clouzot, qui raconte qu'un jour, il lui demande « Est-ce que vous êtes heureuse ?» Qu'elle a répondu « Oui ». Et que Clouzot lui a rétorqué, alors vous ne m'intéressez plus. C'était pas le cinéaste du bonheur, c'est certain. Mais de dire que c'était le cinéaste de la tristesse et du malheur, c'est pas non plus un peu réducteur?
Non, Clouzot est évidemment un cinéaste des failles, ça c'est sûr, c'est ça qu'il aimait, mais il y a en même temps une certaine tendresse dans ces failles. On parlait du corbeau, il y a un personnage qui est présenté au départ de manière assez détestable, qui est celui de l'infirmière, qui tout d'un coup est menacé à un moment donné d'être lynché. On sent la foule qui hurle, et elle arrive chez elle et son appartement a été mis à sac, et tout d'un coup le regard du spectateur bascule. Il y a dans ce basculement du regard du spectateur une très grande tendresse, même lorsque tout d'un coup, dans Quai des Orfèvres, Louis Jouvet fait face à ce personnage de photographe homosexuel, parler d'homosexualité à l'époque, et il le fait de quelle façon? Il cherche pas à la travestir, à lui donner un air extraordinairement viril. Au contraire, non, elle est toute féminine et toute en sensibilité. Et elle dit cette phrase, qui me touche beaucoup, elle le dit avec beaucoup de force et de fragilité. Elle dit oui, bien ou mal, je l'aime. Et Jouvet, à ce moment-là, il lui sort sa fameuse réplique en disant « Vous êtes un type dans mon genre, avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance ». Du coup, ça marque, je trouve, sa très grande tendresse par rapport aux marginaux. Enfin, pour Clouzot, de toute façon, son éthique, c'est qu'il n'y a pas de catégorie sociale. Et donc, au final, on est tous coupables, ou pourrions l'être. Et c'est les circonstances qui nous font nous révéler d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a aussi quelque chose de plus obscur, on va dire, chez Clouzot, c'est sa relation empreinte d'une forme de sadomasochisme avec sa femme Vera Clouzot, puisqu'elle trouve son point d'orgue lors du tournage des Diaboliques, où il lui fait jouer une cardiaque, alors qu'elle était elle-même sujette à des problèmes de cœur, et qu'elle finira par mourir d'une crise cardiaque, comme son personnage dans les Diaboliques. Pardon pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Et si ce n'est pas le cas, qu'ils se précipitent. Est-ce qu'il n'a pas dépassé à ce moment-là la ligne rouge? Dans votre documentaire, Bertrand Blier dit quelque chose d'assez fort. Il dit que c'était un type dangereux. C'était très... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'en fais un documentaire, c'est que je ne sais pas me positionner par rapport à ça. J'assiste, et effectivement, je suis complètement effaré. Donc, ce qui est sûr, c'est que sa femme voulait être actrice. Elle ne s'est pas plainte. Donc il le fait parce qu'il l'aime. On voit d'ailleurs une certaine candeur quand il la filme, avec une sorte d'effet de lumière dans les cheveux. Enfin, il la filme comme une star. Bon, en même temps, ce souci documentaire que soulignait Chloé, c'est vrai pour Bardot, qui du coup était en fait, finalement, la vérité, si c'est le meilleur film avec Brigitte Bardot, c'est sans doute le meilleur film sur Brigitte Bardot. Mais ce côté documentaire, c'est vrai, évidemment, avec sa femme, et elle a ce problème de cœur, et il veut l'utiliser dramatiquement. Donc, effectivement, on est dans une frontière extrêmement trouble. Je ne peux pas dire autre chose, mais j'ai du mal à prendre vraiment une position par rapport à ça. Effectivement, il fait de nous des voyeurs. On prend plaisir nous-mêmes à ce spectacle. Chloé Follins, c'est une direction d'acteur particulière, exigeante, tyrannique, qui a en effet donné des résultats très frappants. Est-ce que vous suivez cette ligne de conduite ? Alors, de la même façon que Pierre-Henri, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur ce qu'était Clouzot exactement comme directeur d'acteur. Est-ce qu'il a eu raison de traumatiser à la fois ses compagnes et ses comédiennes? Mais il est vrai que il y a un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par un journaliste, Michel Cournot, sur le tournage des Espions. On voit que Vera consent en quelque sorte à cette tyrannie du tournage, et qu'il y a en réalité des rapports beaucoup plus complexes que ceux du tyran sadique que la presse a bien voulu retenir dans les Georges Clouzot. Effectivement, on a retenu les gifles, effectivement, on a retenu les rasades d'alcool, mais il y avait énormément d'autres façons dont Clouzot dirigeait. Il travaillait énormément, notamment en amont des tournages, à faire lire aux acteurs des textes n'ayant rien à voir avec les rôles qu'ils auraient à jouer pour entraîner leur diction, entraîner leur respiration. Cécile Aubry, Yves Montand, qui débutaient à l'époque où ils ont travaillé avec Clouzot, lui en sont extrêmement reconnaissants dans des déclarations postérieures au film. Et donc, il y a effectivement beaucoup plus de complexité dans la direction d'acteur que ce qu'on a bien voulu retenir de la légende noire et sadique de Clouzot, bien que il y ait effectivement des choses extrêmement troubles dans sa filmographie. Et quand on sait que le personnage de la prisonnière, qui est interprété par Laurent Terzieff, est une manière d'autoportrait
portrait de Clouzot, on sent bien que le sadomasochisme n'était pas étranger à ses rapports à la fois aux actrices et aux compagnes qu'il a fait jouer dans ses films. Ce que dit Chloé, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a un désir de dominer chez Clouzot. D'ailleurs, étonnamment, quand on était chez lui, paraît-il, quand on était un sadique, il fallait aussi savoir intervertir les rôles et être masochiste. C'est ce qu'explique Michel Récy dans le film. Mais s'il violentait ses acteurs, c'était certes pour qu'ils soient bons, mais il y avait une idée artistique derrière ça. C'était avec leur consentement d'abord, et ensuite c'était avec cette idée de se dire que la caméra n'arrange rien. Et toujours l'aspect documentaire au fond, puisqu'on a dit que c'était un styliste, mais effectivement cet aspect documentaire irrigue aussi toute sa manière de voir le cinéma. Si on veut avoir une tension à l'écran, il faut que cette tension ait lieu vraiment au tournage. Si l'acteur doit avoir peur, autant qu'il ait peur pour de vrai. Et en même temps, c'est tout à fait paradoxal parce que on pourrait dire que c'est une forme de négation du jeu d'acteur, mais il va se rapprocher de Jouvet, il va se rapprocher de Pierre Freinet, il va se rapprocher aussi d'acteurs qui n'ont absolument pas un jeu naturaliste. Et donc c'est toute l'ambiguïté et la complexité du personnage. Alors, il y a autre chose de Clouzot qu'on connaissait moins et je pense qu'on perçoit mieux maintenant, que ce soit dans votre documentaire ou dans votre livre. Et vous en avez un peu parlé, Pierre Gibert, tout à l'heure. C'est son attrait pour les arts et en particulier pour la peinture et sa recherche artistique, elle va prendre un point presque d'achèvement avec la préparation de l'enfer, où il va étudier l'art cinétique, il va répéter pendant des mois, faire des expériences. C'est vraiment, là on le sent peut-être encore mieux, à quel point ces arts ont influé dans son cinéma. En effet, comme le rappelait Pierre-Henri tout à l'heure, Clouzot a découvert le cinéma, mais aussi les arts plastiques auprès de son oncle qui était conservateur au musée Galliera. Donc à l'époque, il est initié notamment aux arts premiers dont son oncle est spécialiste et aux arts modernes. Donc il découvre Delaunay, il découvre Henri Laurence, dont il collectionnera plus tard quelques pièces. Et de cette découverte simultanée du cinéma et de l'art germe cette ambition qui est de faire un jour coïncider l'ensemble des arts. Donc c'est très visible effectivement dans ces deux derniers films, L'Enfer et la prisonnière, pour lesquels il fait même intervenir des artistes cinétiques, des compositeurs électroacoustiques dans l'équipe même du tournage. C'est-à-dire que deux peintres vont venir concevoir des décors, concevoir des effets optiques spécialement pour les films et intégrer les recherches du cinétisme au cinéma de Clouzot. Mais dès ses œuvres précédentes, et c'est ça que j'essaie de montrer dans le livre, et c'est ça qui me semble passionnant dans le cinéma de Clouzot, qu'aujourd'hui on redécouvre beaucoup à partir du prisme de l'enfer comme étant quelqu'un qui expérimentait, qui cherchait. En fait, c'est un souci d'expérimentation qui a traversé toute son œuvre et qui s'est notamment illustré par des recherches plastiques très poussées, et on peut voir des Manon, des Les Diaboliques, des recherches sur les natures mortes par exemple. Donc Clouzot possédait plusieurs exemples dans sa collection de peintures et notamment des toiles de Bernard Buffet qu'il admirait énormément, des natures mortes donc dans Manon et dans Les Diaboliques. Des recherches de textures extrêmement précises dans la dernière séquence de Manon, qui est une séquence de désert et qui rappelle des expériences de Tapiès qui mêlait du sable à sa peinture, et dont Clouzot possède aussi plusieurs toiles. Donc en fait, il y a une circulation qui est beaucoup plus constante entre les arts plastiques et son cinéma qu'on ne le savait, qu'on ne le reconnaissait jusqu'à présent. Et le dernier film de son œuvre, La prisonnière, qui est vraiment le plus consciemment plastique de tous et qui est une poursuite des effets réalisés pour la préparation de l'enfer, nous permettent vraiment aujourd'hui de relire l'ensemble de l'œuvre de Clouzot à la lumière de cette ambition de mêler tous les arts, de faire coïncider ensemble tous les moyens d'expression et de faire du cinéma un grand art de synthèse. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il arrive à utiliser ces arts et il tire ces expressions artistiques vers son monde à lui et vers le suspense. C'est hallucinant quand on voit un tableau de Picasso. A priori, on pense pas à la peur. Et pourtant, lorsqu'on voit le documentaire, donc le principe, c'est qu'on peut suivre via un effet d'une encre qui traverse très très vite le papier, filmé de l'autre côté, on peut suivre le geste de l'artiste. L'idée de Clouzot étant de se dire, en suivant son geste, on va suivre son esprit, on va pouvoir suivre la création. Et c'est tout à fait passionnant parce que en fait, on se demande, on suit la transformation des idées, on ne sait jamais ce qui va advenir, et du coup,
il y a une sorte de suspense qui est même en plus renforcé dans une séquence où il joue à dire à Picasso, il y a plus assez de pellicule, vite, attention, combien de mètres, attends, je rajoute de la couleur. Bon, voilà. Il y a une joie quand même d'offrir au spectateur ce spectacle. Et même dans ses œuvres effectivement anciennes, comme le disait Chloé, si on prend dans l'Assassin Bito 21, il y a une scène d'interrogatoire que je trouve absolument formidable. Il a ce don qui est pour moi le signe des grands maîtres, c'est qu'il part d'une scène tout à fait objective, quasi documentaire, et il petit à petit, au fur et à mesure de la scène, ça devient un univers mental. On a là, en l'occurrence, Noël Roquevert qui est soumis à la question par les flics. Et au départ, c'est tout bateau, une table, des chaises, des mecs autour. Et petit à petit, le décor s'épure. Et il n'y a plus qu'une forêt de visages qui avancent, qui repartent, et on est totalement dans l'oppression que ressent Noël Roquevert. Et bon, c'est vraiment les grands maîtres arrivent à faire ça, et Clouzot en est assurément un. Chloé Follin, c'était un perfectionniste, on l'a dit. Il a toujours voulu faire sa grande œuvre, comme il le disait. Il avait aussi cette part-là, cette part terrible d'insatisfaction. L'enfer, peut-être, je le rappelle en 2 mots, c'est un film qui n'a pas pu mener à bien, un film avec Romy Schneider et Serge Reggiani sur la jalousie qui s'est interrompu et qui n'a jamais pu réaliser. Cette insatisfaction, est-ce que cela explique le fait que son dernier film, c'est La prisonnière en 68, il meurt 10 ans plus tard, et pendant cette période-là, malgré de nombreux projets, il n'en réalisera aucun? C'est assurément cet esprit extrêmement critique qui s'est finalement tourné contre lui-même, qui l'a empêché de réaliser une œuvre après La prisonnière. Il écrivait d'ailleurs dans des carnets, il était très tourmenté vers la fin de sa vie par cette incapacité à créer. Il disait qu'il avait perdu progressivement Et depuis l'enfer en 63, qui était le premier film qu'il entreprenait d'écrire sans le support d'un roman ou sans le support d'un fait divers, le premier film dans lequel il ambitionnait vraiment de parler de lui-même, de l'intime et de mêler l'ensemble de ses obsessions. Depuis cet échec de l'enfer dont il ne s'est jamais parfaitement remis ni relevé, il expliquait n'avoir plus trouvé de scénario qui convienne parfaitement, qui n'ait aucun défaut. Et comme Clouzot, comme le disait Truffaut, voulait toujours faire à la fois son meilleur film, le meilleur film de l'année et le meilleur film de l'histoire du cinéma, il n'a cessé pendant ces 10 dernières années qui suivent La prisonnière de commencer des scénarios, de les porter plus ou moins loin et de les abandonner finalement parce que un ressort dramatique ne lui semblait pas suffisamment bien huilé, parce que un personnage lui semblait manquer d'épaisseur, ou parce que le sujet qu'il ambitionnait de tourner avait été entre-temps repris par un cinéaste qui, contrairement à Clouzot, ne prenait pas 3 ou 4 ans pour préparer chacun de ses films. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle la diffusion du documentaire Le Scandale Clouzot sur Arte le 15 novembre, précédé d'une avant-première à la Cinémathèque française le 13 novembre, et la parution des Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot, coédité par les éditions Vendémiaire et Ciné Patrimoine Concept. Également, car le programme est particulièrement riche, l'exposition Le Mystère Clouzot à la Cinémathèque française qui débute le 8 novembre et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet 2018. La ressortie en salle par les Acacias de l'intégrale de ces films en version restaurée. Le coffret DVD chez TF1 Vidéo comprenant 12 films du cinéaste accompagné de nombreux bonus. Les DVD sont déjà disponibles. Également, chez Pathé, l'édition DVD Blu-ray de Miquette et sa mère qui sortira, elle, le 22 novembre. Sans oublier le coffret 6 DVD Clouzot avant Clouzot chez Lobster Film, le documentaire L'Enfer est d'Henri-Georges Clouzot qui est sorti en salle il y a quelques années, qui est réédité chez Lobster. Ça n'est pas fini puisqu'il y a également plusieurs expositions. Le Mystère Clouzot au musée Picasso, également une exposition à Niort, ville de naissance d'Henri-Georges Clouzot. On a de quoi s'occuper là jusqu'à Noël. En effet, très largement. Donc tous ces événements sont à découvrir. Merci encore. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.